Ravi de vous retrouver sur Monaco Info. Nous sommes le vendredi 11 janvier et comme tous les vendredis, nous recevrons en fin de journal un invité. Cette fois-ci, nous serons aux côtés de la comédienne Anne Richard. Mais en attendant, voici les titres de votre journal. En ouverture de cette édition, nous reviendrons sur la cérémonie au corps diplomatique et consulaire. Nous découvrirons l'agenda des événements du Grimaldi Forum. Nous assisterons au premier tournoi de combat médiéval à Monaco. Nous parlerons football avec la prochaine rencontre face à l'Olympique de Marseille ce dimanche. Et enfin, pour terminer, nous parlerons de la 10e édition de la Monaco Optimist Team Race. Nous poursuivons avec les traditionnelles cérémonies de vœux et cette fois-ci nous nous rendons à l'hôtel Hermitage où Gilles Tonelli a présenté ses vœux pour l'année 2019 à l'ensemble des corps diplomatiques et consulaires. Un reportage de Christine Datomel. C'est dans le cadre du salon Excelsior à l'hôtel Hermitage que s'est déroulée cette cérémonie ce jeudi en fin de journée. L'occasion pour Gilles Tonelli d'évoquer les grands enjeux pour la principauté concernant la politique internationale en 2019. Les grands enjeux portent sur les domaines dans lesquels le prince souverain est très engagé et pour lesquels il souhaite que la principauté avance. Et je citerai donc en septembre prochain la tenue à Monaco d'une manifestation où le rapport du GIEC, du groupement intergouvernemental sur le changement climatique, sur les océans, qui avait été souhaité par le prince souverain, sera présenté en principauté de Monaco. Le deuxième grand moment aussi pour notre principauté sera l'accueil un peu plus tard, fin octobre, de la conférence ministérielle de la francophonie, qui sera pour nous un challenge à organiser, où 88 pays francophones seront regroupés à Monaco. La diplomatie et la présence internationale ayant œuvré tout au long de l'année pour l'accroissement de l'influence et l'évolution de l'image de la principauté dans le monde, ce sont 141 États à ce jour qui développent des relations diplomatiques avec Monaco, dont 6 nouveaux ont rejoint les rangs en 2018. Un bilan donc très positif pour l'an passé et 2019 s'annonce tout aussi riche. C'est aussi une tradition en ce début d'année. Le Grimaldi Forum présentait son agenda des événements qui rythmeront ce premier semestre 2019. Alexandra Pani vous présente les rendez-vous à ne surtout pas manquer. La présentation de l'agenda du Grimaldi Forum est un moment toujours très attendu en principauté. L'année 2019 ne dérogera pas à la règle et promet un programme riche et pour tous les goûts. Premier rendez-vous ce soir avec Ernadette, une comédie rock déjantée qui détourne la pop culture. On enchaîne avec beaucoup de choses, encore une fois très variées. C'est bien l'idée de cette programmation, de l'humour avec les sérénissimes de l'humour, des grands noms comme Anne Roumanoff, Noël Perla, mais également Kev Adams qui revient à l'occasion de son nouveau show, de la magie avec Langevin qui est un magicien absolument extraordinaire, de la musique bien sûr, alors de la musique pour les amateurs de classique avec un magnifique concert qui nous est offert par le Printemps des Arts, Renaud Capuçon, le BBC Symphony Orchestra, de la moins classique avec Cœur de pirate dans le cadre de sa tournée. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes de plus en plus approchés, et ça c'est vraiment le gage de cette reconnaissance, par des tourneurs, des producteurs qui veulent se produire au Grimaldi Forum. Et cette année encore, le théâtre Princesse Grace délocalisera 2 pièces qui ont rencontré un franc succès sur les planches à Paris. La nouvelle d'Éric Assous avec Richard Berry et Mathilde Seigné le 7 mars, puis Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux avec notamment Vincent de Dienne le 24 avril. Musique, humour, théâtre au programme, sans oublier le grand rendez-vous de l'été. Et cette année, ce sera une première pour les équipes du Grimaldi Forum. 2 impressionnantes expositions seront proposées au public. Un face-à-face d'Ali Chaumet, puisque nous aurons aussi bien l'espace Ravel avec notre exposition d'Ali, une histoire de la peinture, et Chaumet, splendeur des couronnes, qui seront présentées effectivement au même moment pendant cet été. Et dans les 2 cas, la grande spécificité, c'est d'avoir finalement des scénographies qui ont été conçues en interne par le Grimaldi Forum, donc c'est notre grande fierté. Au programme également de ce premier semestre, une nouvelle création de Jean-Christophe Maillot pour les ballets de Monte-Carlo à la fin du mois d'avril. Les danseurs seront également de retour avec la Mégère apprivoisée à la fin du mois de juillet.
Autre rendez-vous habituel à noter, le salon du manga Magic au mois de mars, mais également le Monte Carlo Film Festival de la comédie, Art Monte Carlo au mois d'avril ou encore Top Mark, nouvelle version qui se déroulera cette année du 30 mai au 2 juin. Toutes les dates sont à retrouver sur le site internet du Grimaldi Forum. Et parmi ces rendez-vous, le Grimaldi Forum propose depuis quelque temps des concerts à l'espace Indigo. Alfonso Ciulla vous présente les différents artistes qui se produiront cette année. Nous l'écoutons. On a eu Pat Cala pour commencer l'année. On va poursuivre le 28 mars très exactement avec un groupe qui s'appelle Delgrès, qui est une forme de blues, un petit peu heavy blues avec des connotations caraïbéennes. Et le 13 juin, on aura un groupe qui s'appelle Shake Shake Go. C'est une pop très très colorée, très contemporaine. Et le 26 septembre, on aura un groupe qui s'appelle 90s Story, un groupe... Oui, un petit peu comme Shake Shake Go, de la pop toujours très contemporaine, un peu électro, assez planante, mais assez péchue tout de même. Et le 17 octobre, on a Davy Reed, qui est absolument génial. C'est une forme de hip-hop un peu cubain, teinté de salsa. C'est un concept et un travail qu'a fait un jeune garçon qui est parti là-bas, qui a enregistré et qui nous rapporte tout le soleil et toute la musique ici au Grimaldi Forum, au TLS. Et le 21 novembre, on aura un groupe qui s'appelle Camp Claude. C'est une pop assez engagée, une pop électronique, une pop colorée. On poursuit et on finit l'année le 19 décembre prochain avec JP Bimeni and the Black Belts. JP Bimeni étant un petit peu ce qu'il a été défini, ce n'est pas moi qui le dis, le nouveau Otis Redding. Donc c'est soul et soul encore. Et c'est vraiment un nom à retenir. Et on finira l'année en beauté, si je puis dire, avec lui. Il ouvrait justement cette programmation 2019. Je vous propose d'écouter un extrait du concert de Pat Cala et le Super Mojo d'hier soir. On va s'enlacer, on va se coller comme ça. Soleil tout là-haut, ne te fâche pas, non, non. Je vais divaguer si tu mets le son comme ça. Je peux pas contrôler, tu peux tout faire de moi, là, là. Notez cette date. Si vous êtes fan de Moyen-Âge et de combat en armure, le 16 février prochain, sous le chapiteau de Fontvieille, se déroulera le Bourte Prime avec une grande finale de combat médiéval. Fabien Bognat assistait à la conférence de presse de présentation. Une armure d'une vingtaine de kilos, une hache ou une épée à la main, 5 combattants face à 5 autres. L'objectif, mettre à terre ses adversaires. Voici le béour en vieux français. C'est un sport avec des règles bien définies datant de 1460. À l'époque, les chevaliers s'affrontaient pour s'entraîner et ne pas perdre la main lorsqu'ils n'étaient pas en guerre. Le béour a été remis au goût du jour il y a une dizaine d'années et une compétition se déroulera sous le chapiteau de Fontvieille le samedi 16 février. Une première, l'équivalent d'une finale de Champions League. C'est une première dans la mesure où notre sport est encore jeune. Donc c'est la première année en fait où on a fait ce championnat international dans lequel les clubs de différents pays gagnent des points dans leur tournoi et se qualifient pour une finale qui va être le Bourte Prime, donc qui va être ici. Donc comme c'est la première année de cette ligue, c'est la première fois aussi qu'on a cette finale. Il y a une violence en fait qui était présente dans les tournois du Moyen-Âge aussi, hein, mais il y a aussi cette philosophie culturelle en fait qu'on fait revivre une tradition historique qui existait en Europe au Moyen-Âge. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on la ressuscite avec des valeurs et des caractéristiques qui sont propres au XXIe siècle. Donc les valeurs du sport, du dépassement de soi, du respect de l'autre, mais aussi cette grande association internationale qu'on a qui fait qu'on lie des relations à travers ce sport avec des équipes de tous les pays et aussi qui nous permettent de rencontrer les cultures médiévales des autres pays qui viennent la représenter dans ces championnats en fait. 10 équipes, 10 clubs s'affronteront à Monaco. Ils viennent de Russie, d'Ukraine, du Danemark, de République tchèque, de Pologne, du Royaume-Uni et de France. Il existe une toute jeune équipe monégasque dont le président est Pierre Casiraghi. Elle ne participera pas à ce tournoi mais va intégrer le championnat français prochainement. Les combattants monégasques seront sous le chapiteau de Fontvieille en tant que spectateurs.
Pour nous, jeune association monégasque de combat médiéval, c'est magnifique de voir arriver les plus grandes équipes mondiales venir s'affronter sur notre petit territoire. On est très très content qu'ils aient choisi justement Monaco pour démontrer l'extrême compétence de leur sport, de notre sport. Ça va nous servir d'exemple, de moteur. Et puis voilà, ça va être un très bel événement pour l'ensemble de la Principauté. Le Bourg Prime se déroulera le samedi 16 février. Les places de 10 à 25 € seront prochainement à la vente. Le spectacle est destiné aux enfants ou aux grands-enfants dont la légende du roi Arthur les a fait rêver. Ils pourront assister à des combats de chevaliers tels qu'on les imagine, avec en prime un village et un marché médiéval reconstitués autour du chapiteau de Fontvieille. Passons au sport avec du football. Reprise du championnat pour l'AS Monaco avec ce déplacement à Marseille en clôture de cette 20e journée de Ligue 1. Après 2 succès en coupe, le club monégasque souhaite rester sur cette dynamique. Émilie Rousseau vous en dit plus. Premier match de la phase retour ce week-end en championnat. Après une première partie de saison chaotique, l'AS Monaco compte bien se relancer pour sortir de cette zone rouge. L'objectif maintien débute ce dimanche avec un déplacement à Marseille. Contrairement à l'équipe de Rudy Garcia, les Monégasques ont bien commencé l'année avec 2 qualifications acquises en Coupe de France et en Coupe de la Ligue. De la confiance acquise qu'il faudra mettre à profit au Vélodrome. Essayer de confirmer au niveau du jeu, et si c'est pas possible, essayer de gagner. Maintenant on sait que ça va pas être évident. Ils sont dans une situation délicate, mais toujours quand même mieux que nous au niveau des points au classement, donc ça va pas être évident. Ça peut être aussi, ça peut créer un choc et tu peux avoir un autre Marseille. C'est jamais évident d'aller jouer là-bas. Je l'ai connu en tant que joueur, donc voilà. Mais nous, on va essayer de faire ce qu'on doit faire. Et après, s'il y a la manière, il y a la manière. C'est un grand match. Nous, les joueurs, on aime les matchs comme ça. Et on va à Marseille pour gagner le match. On sait qu'on est dans le classement, on n'est pas bien. Mais maintenant, on a l'opportunité de recommencer notre saison. Et c'est ça qu'on va essayer de faire. Chaque match, on va essayer de gagner. Côté mercato, l'arrivée de William Vainqueur a été avortée pour raison médicale. La signature de Fabregas n'est qu'une question de temps. Le nom de Michy Batshuayi est également évoqué. Une chose est sûre, Fodé Ballo-Touré s'est lui engagé jusqu'en 2023 avec le club de la Principauté. Content de l'avoir, super contre-attaquant. Ça monte et ça redescend très vite. Beaucoup d'activités sur le côté. Content de l'avoir avec nous. Bonne option aussi si on joue une défense à 3 pour qu'il se projette beaucoup plus vite sur le côté. Donc voilà, vraiment content qu'ils soient là. Et Ballo-Touré est logiquement apte pour affronter les Olympiens dimanche, tout comme Falcao qui a repris l'entraînement au milieu de semaine après un deuil familial. Marseille-AS Monaco, c'est dimanche à 21h au Vélodrome. La 10e édition de la Monaco Optimist Team Race a démarré ce jeudi. 16 équipes, 16 nations, soit 64 régatiers de moins de 14 ans pour cette épreuve originale. Un reportage de Charlotte Moreno. Ils ont entre 8 et 14 ans, ils sont 64 et viennent d'horizons différents pour lever les voiles à la Monaco Optimist Team Race. Afrique du Sud, Chine ou encore Uruguay, 16 nations ont bien pris conscience de l'enjeu international de la régate organisée par le Yacht Club de Monaco. Venant de Cape Town, au sud de l'Afrique, c'est une magnifique opportunité pour nous de participer à cette course. Ça permet à nos jeunes navigateurs d'avoir de l'expérience dans une compétition internationale, de découvrir le monde. On est très reconnaissant d'être ici. Mon équipe est à la recherche d'un meilleur vent. On s'est entraîné dans un vent de 20 nœuds au club aquatique de Cape Town. Justement, des conditions idéales, un vent léger et un grand soleil, mais c'est une course particulière. Les jeunes régatiers concourent par équipe de 4, des petits matchs de 4 à 5 minutes sous l'œil attentif des coachs. Les jeunes navigateurs, eux, doivent développer des stratégies et surtout une solidarité. Le but du jeu n'est pas forcément de gagner, de finir premier, mais surtout dans les 4, de ne pas terminer dernier, car le dernier condamne en fait l'équipe. Donc c'est une course tout à fait particulière, il faut maîtriser bien sûr la vitesse, bien sûr la technique, mais aussi la tactique, pour connaître bien les règles de course, pour bien
des fois coincer l'adversaire, prendre des bonnes positions pour arriver à mettre des bateaux derrière soi, ses adversaires derrière. Et le but du jeu n'est pas forcément d'aller le plus vite et d'être le premier. Il faut penser à toute l'équipe, aux 4 de son équipe pour pas qu'il soit dernier. On essaye de prendre effectivement les clubs avec lesquels nous avons des liens qui sont disponibles, intéressés, qui ont effectivement le niveau pour maîtriser ce genre de combat et de joute navale. La régate s'annonce donc très disputée. L'équipe finlandaise vainqueur de la précédente édition est déjà déterminée à rafler le titre une seconde fois. La nouvelle équipe monégasque, elle, se veut confiante. On travaille tous ensemble et jamais lâcher, même si on perd. Et à la fin, normalement, ça va. Encore 2 jours de course sont prévus. En attendant les résultats, la cérémonie d'ouverture a officialisé le rendez-vous et a permis aux jeunes navigateurs de se professionnaliser. Nous avons rejoint à présent notre invitée du week-end. J'ai à mes côtés la comédienne Anne Richard. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour Monaco Info. C'est un honneur, merci beaucoup. Mais c'est un honneur pour moi, merci. Alors, vous êtes en principauté à l'occasion de Madame Fouquet, que propose justement le Théâtre des Muses. Et vous y tenez un rôle très touchant, celui de Marie-Madeleine, tantôt joyeuse, tantôt émue. Comment on prépare un tel rôle? Comment passe-t-on justement du rire aux larmes si facilement? Écoutez, d'abord c'est notre métier d'essayer de passer du rire aux larmes, mais c'est vrai que ce personnage, j'ai beaucoup aimé. Dès qu'on me l'a proposé, j'ai tout de suite dit oui, parce que je trouve qu'elle est porteuse, je dirais presque d'un destin de femme. Elle est là aux côtés d'un homme de pouvoir, d'un homme qui est l'homme le plus riche de France, à l'époque où le cardinal Mazarin vient de mourir. Il est aux côtés de Louis XIV. Louis XIV n'a que 23 ans. Et en fait, c'est le ministre des Finances. Il dirige la France. Et cette femme est à ses côtés dans son ombre. Et je trouvais qu'on pouvait faire vivre au spectateur ce que peut traverser une femme quand elle est à côté d'un homme politique comme ça, ou d'un homme de grand pouvoir, et que celui-ci se retrouve dans la tourmente et n'écoute pas sa femme. Malheureusement, effectivement, Madame Fouquet va avoir des pressentiments, va voir, entendre, elle, ce qu'elle entend dans le peuple, ce qu'elle entend à la cour, que son mari est en danger, qu'elle pressent qu'il veut trop se prendre pour le roi, qu'il n'écoute pas. Et elle va désespérément se faire entendre et vivre avec lui ce grand drame, puisque M. Fouquet va rendre fou de jalousie Louis XIV, il va construire un château sublimissime qui va rendre fou de jalousie Louis XIV, et il va vouloir sa mort. Ils vont finir par l'enfermer pendant 20 ans, et cette femme va lutter à ses côtés pour le sauver. Alors vous le disiez, passion, pouvoir, finalement cette pièce retranscrit beaucoup d'amour, une femme prête à tout pour sauver son mari finalement. C'est une passionnée, c'est une femme amoureuse, plus qu'amoureuse, parce qu'elle accepte des choses parfois inacceptables. C'est vrai que son mari est un grand séducteur, donc il drague beaucoup, il a beaucoup de maîtresses, et elle accepte ça par amour, hein. Par dévotion, et puis aussi parce que je pense qu'à l'époque, il y avait une acceptation beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Et puis, cette femme va se révéler, à sacrifier sa vie, à consacrer sa vie à son homme, parce que même à la fin de la pièce, on s'arrête nous au moment où il est enfermé en prison, mais on sait qu'elle va se battre jusqu'au bout de sa vie pour essayer de récupérer ses biens, pour essayer de récupérer ses enfants, parce qu'on lui enlève ses enfants. Donc ça va être vraiment, c'est une combattante de l'amour, je dirais. C'est une dévotion absolue. Un mot peut-être sur les costumes d'époque, le décor. Finalement, on incarne encore mieux l'histoire. Ben, c'est fantastique, vous êtes plongé. Alors nous, c'est un décor assez minimaliste, mais c'est vrai que quand on se retrouve dans un costume d'époque comme cela, on a tout de suite une tenue complètement différente, une manière de bouger, une manière de s'exprimer. On devient beaucoup plus royaux, rien que par le costume, ça aide énormément. Et puis moi, c'est une des premières fois où je joue vraiment une femme d'époque,
de cette époque-là en tout cas. Donc c'est très chouette à faire. J'ai fait beaucoup de femmes contemporaines. Mais malgré le fait qu'on soit dans cette époque-là, je trouve que le sujet est d'un contemporain incroyable. Parce que ça fait écho à toutes ces femmes qui ont été et qui sont à côté des premiers ministres ou des rois ou des ministres ou des hommes politiques et qui, quand ceux-ci sont dans la tourmente, comment vivent leurs femmes à côté. Et ça raconte vraiment ça. Ces femmes de l'ombre. C'est les femmes de l'ombre de ces grands hommes de pouvoir. Alors, vous vous produisez au Théâtre des Muses, je le disais en introduction. Quel regard portez-vous sur ce petit théâtre plein d'ambition en principauté que vous découvrez pour la première fois? Je découvre, je trouve qu'il est à l'image d'Antea Sonio qui s'en occupe et qui l'a créé. Il est d'abord absolument magnifique. Quand je suis arrivée là, je me suis dit waouh, il y a une véritable âme dans cet endroit. C'est fait avec beaucoup de charme, c'est un petit cocon. Ça va très très bien pour notre spectacle et puis je trouve ça fantastique qu'Antea ait réussi à construire, à faire vivre un lieu comme celui-ci, d'amener la culture comme ça dans ce petit lieu à Monaco, c'est merveilleux. Et tous les matins, là, quand je me lève, je vois cet endroit, cette maison qui a un charme fou, qui est une petite maison d'un autre temps. Au cœur de la ville, c'est magnifique. Puis d'être sur le rocher, pour moi, ça me touche beaucoup. Je suis venue il y a très longtemps, il y a en 1994, je suis venue présenter mon tout premier film, un film qui s'appelait Dernier Stade, qui était un film qui parlait d'une coureuse de 800 mètres qui se retrouvait confrontée au dopage. Et nous étions venus au festival de télévision à l'époque, où j'ai pu d'ailleurs voir le film aux côtés du prince Albert. Et donc c'est un souvenir pour moi absolument magique. C'était un de mes tout premiers films et une très grande première de film pour moi. Anne Richard, merci. C'était un honneur pour Monaco Info, c'était un plaisir. Un honneur pour moi, merci beaucoup. Et on vous souhaite évidemment beaucoup de succès en principauté. Nous serons au rendez-vous, Monaco Info, comptez sur nous. Merci, c'est gentil. Madame Fouquet, c'est de ce soir jusqu'à dimanche, tous les soirs, ici au Théâtre des Muses. Quant à nous, nous nous quittons sur la météo. Très bon week-end à tous sur Monaco Info. Le week-end débutera demain sous les meilleurs auspices avec un grand et beau soleil tout au long de la journée et des températures certes fraîches mais de saison, comprises entre 4 degrés le matin et 10 dans la journée. Dimanche, quelques passages nuageux viendront voiler le ciel mais le temps restera sec. Lundi, la journée sera principalement ensoleillée. Mardi, quelques nuages seront encore possibles et les températures oscilleront entre 7 et 12 degrés. Mercredi, le temps se couvrira progressivement dans la matinée, mais la journée restera tout de même ensoleillée. Jeudi, alternance de nuages et d'éclaircies, mais toujours pas de pluie au programme.